dit l'autre jour pour rigoler à un client que ça n'a pas du tout fait rire, mais je lui ai dit la déco, au fond, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une atmosphère, de créer une ambiance, qu'il se passe quelque chose, qu'on a envie de se raconter des choses, qu'on a envie d'y créer des souvenirs. Espèce d'espace, un podcast présenté par Max Flageolet pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces. Ce mois-ci, on part dans le décor avec Daphné Desjeux. À la fin de la pandémie de Covid-19, d'aucuns avaient prédit le déclin du lifestyle dans l'hôtellerie et la disparition programmée de concepts valises comme l'expérience client, l'ancrage local, le vibrant cool, le luxury chic ou encore le home feeling. Pourtant, 2 ans plus tard, nombre d'enseignes, et notamment les nouvelles, demandent aux architectes d'intérieur des lieux audacieux qui procurent une émotion unique. Mais comment peut-on concilier cet objectif avec les nécessaires engagements pour un tourisme durable ? Daphné Desjeux, bonjour. Bonjour, très jolie introduction. Daphné, vous êtes née en 1982 à Paris, dans un environnement baigné de mode et de photographie grâce à votre mère, qui était agent de mannequin. Depuis une quinzaine d'années, vous bousculez les codes du design hôtelier avec audace et créativité. Votre agence, l'atelier Daphné Desjeux, a signé de nombreux projets en France et à l'étranger, très remarqués pour leur approche décalée, comme l'hôtel La Sève à Paris qui vient d'ouvrir, pour ne citer que celui-ci. Certains de ceux qui nous écoutent s'en souviennent peut-être, mais vous avez une expérience des médias et de l'animation télé. Je ne m'en cache pas. Et je ne peux m'empêcher de reprendre le titre d'une des émissions que vous avez animées, « Il n'y a que la vérité qui compte ». Alors soyons francs, on se connaît bien tous les deux. Oui. Mais même si j'ai ma petite idée, je vous pose quand même la question. Vous préférez qu'on se vous voit ou qu'on se tutoie ? On peut jouer à se vous voyez, mais ça peut être amusant, mais je crois que le tutoiement sera quand même beaucoup plus naturel entre C'est nous. comme tu veux, on peut mélanger les deux aussi. Ça t'amuse. On va se tutoyer. Daphné, tu es diplômée de l'école Boulle. Est-ce qu'aujourd'hui tu te définis comme architecte d'intérieur, designer, décoratrice ou les trois ? Pour faire marrer mes copains, je dis que je suis décoratrice. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu acteur dans notre métier. On passe d'une posture à une autre, j'allais dire. Et donc un coup designer, un coup archi d'intérieur. Mais en fait, c'est vraiment l'ensemble qui m'anime, moi. C'est de concevoir un espace dans tout ce que ça a de plus grand et de stratégique pour les flux, etc. Et tout d'un coup, penser à... pourquoi pas redessiner une petite cuillère, quoi. Donc, dans ce sens-là, je me sens un peu les deux. Ou les trois. Et est-ce que tu te rappelles ton premier choc esthétique ? Est-ce que c'était lié au métier de ta mère ? Quand même, oui, parce qu'on passait avec ma sœur nos mercredis après-midi, quand on n'avait pas école ou pas d'activité, on retrouvait ma mère au Louvre, au Carrousel du Louvre, où elle bossait, où elle avait ses bureaux pendant les Fashion Week. Et donc, on voyait une semaine le décor vide, la semaine d'après, les répétitions. Et puis, soudain, la marque, elle travaillait pour Elite. Donc, c'était des belles marques qui avaient occupé cet espace qui était vide et qui devenait un monde de création. Et puis, on voyait les mannequins qui étaient des filles dont elle s'occupait comme on s'occuperait quelque part de ses propres filles. Enfin, elle les appelait les filles, d'ailleurs. C'était pas ses mannequins. Et donc, on les voyait tout soudain habillés dans des tenues incroyables, etc. Et tout ça, en fait, ça m'a complètement mis de la créativité dans le champ des possibles, en fait. Et pourtant, tu n'as pas commencé ta carrière professionnelle par ça. Comment est-ce que le chemin qui t'a mené à ça, en fait, le chemin était totalement accidenté, puisque je suis passée à ça de ne pas avoir mon bac. Et puis après, je voulais à la fois rentrer dans les rangs et à la fois créer. Donc j'ai fait l'école française des attachés de presse. Donc je suis la fille qui sait le moins mentir au monde. Donc ça n'a pas du tout fonctionné sur ce terrain-là. En revanche, il y avait des cours de cinéma, il y avait des cours de photo, il y avait des cours d'histoire des médias, il y avait des choses autour, quelque part, de petites pointes de créativité comme ça. Et donc je me suis mise dans cette brèche-là. J'ai fait plusieurs stages, notamment un dans une société de production de télé. Pendant cette période, depuis toujours, on a toujours beaucoup déménagé, retapé des lieux dans notre famille. Et j'étais extrêmement attirée par les gens qui achetaient des plateaux, retapaient tout, etc. Donc pendant cette époque de tournage, eh bien, je faisais des chantiers, en fait. J'allais sur des chantiers de copains et je refaisais des petits studios, des petites choses comme ça. Jusqu'au moment où ça m'est devenu une évidence que c'était mon truc. Et là, tu prends la décision de nous faire l'école, donc.
Mais c'était mon truc. Donc, effectivement, au bout d'un moment, c'était bien gentil. J'ai fait d'autres émissions après celles qu'on vient de citer. Mais moi, j'avais vraiment l'appel du terrain, l'appel de... Voilà. Et donc, j'ai fait une formation à l'école Boulle d'1 an. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et j'avais déjà pas mal de notions parce que, comme je te le disais, j'avais beaucoup accompagné des amis de manière complètement dilettante et juste en observation au préalable. Donc, ça a mis de l'ordre dans ce que j'avais déjà en moi. Alors, à propos d'école, moi, j'ai participé cette année au jury de diplôme de l'école Camando. Bravo. Et une des étudiantes avait placé en incipit de son mémoire une citation de Bachelard qui explore la dimension imaginaire de notre relation à l'espace. Ça donne la chose suivante. Si l'on nous demandait le bienfait le plus précieux de la maison, nous dirions « La maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix. » Extrait de La poétique de l'espace de Gaston Bachelard, 1957. Cette idée d'un espace qui fait rêver, ça pourrait bien sûr être un hôtel. Est-ce qu'un hôtel peut être une maison d'amis ? Alors moi, je conçois totalement mes projets d'hôtel, parce que donc je suis spécialisée en hôtellerie. Je ne fais plus de particuliers, je l'ai fait, mais je fais des restaurants et des hôtels. Pourquoi tu fais plus de particuliers ? Eh bien justement parce que ça permet moins de rêver, pour rebondir sur ta citation. Le particulier que je suis, enfin bon, j'ai quand même une lampe en forme de palmier géant dans mon salon et une table de ping-pong. Mais je trouve que forcément, en fait, on n'est pas seul. Il y a les enfants, les beaux-enfants, je sais pas, toutes les contraintes sociales, les dîners qu'on veut faire, tout ce qu'on se raconte de quel est l'appartement qu'on veut montrer ou qu'on veut avoir, etc. Et en fait, qui réduit beaucoup le champ des possibles de création dans un hôtel. Et je te parle d'un truc dont j'ai fait l'expérience. J'ai refait un hôtel pour un client, dont je tairai le nom, très sympathique, et qui m'a demandé de refaire son appartement. Et ben, c'était pas le même client. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de fantaisie, de création pour son hôtel, qui a été complètement... comment dire C'est un peu une psychanalyse, en fait, aussi, d'une certaine façon de faire un appartement ou une maison pour un particulier. Mais oui, parce qu'en fait, il y avait sa femme, il y avait ses enfants, il y avait ses beaux-parents qui étaient pas loin, etc. Donc, en fait, il a voulu totalement autre chose pour chez lui. Et puis, c'est son argent. C'est pas l'argent d'un financement, etc. C'est pas du tout le même rapport, en fait, aux choses. C'est beaucoup plus créatif. En tout cas, pour moi, de faire un hôtel, je m'éclate beaucoup plus. Et je m'exprime plus. Donc... Mais pour la Sève, tu as dit que tu avais essayé de faire une maison d'amis quand même. Alors, comment est-ce que tu as organisé ça pour justement arriver à cet équilibre entre l'hôtel et la maison d'amis ? Mais alors, tu vois, c'est ce qui guide un peu toujours mes chantiers de manière générale, c'est un peu l'humeur. J'ai dit l'autre jour pour rigoler à un client que ça n'a pas du tout fait rire, mais je lui ai dit, la déco, au fond, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... de créer une atmosphère, de créer une ambiance, qu'il se passe quelque chose, qu'on a envie de se raconter des choses, qu'on a envie d'y créer des souvenirs pour, encore une fois, rebondir sur l'extrait que tu as diffusé. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus, peut-être même de faire un hôtel avec beaucoup de mauvais goût, mais qui est une humeur, qui est une émotion. Et donc, effectivement, à la Sève, c'était un concept un peu rigolo parce qu'il y a des chambres à chaque étage et il y a des espaces à partager. Un salon, une cuisine, une salle à manger. Et donc, en fait... sur le papier, si on voit le verre à moitié vide, on se dit, attends, à quel moment, en fait, c'est pas compliqué de mettre des gens de cultures différentes, etc. Et mon cher client m'a dit, il faut le voir de manière vertueuse. Et à partir du moment où tous les signaux sont positifs et qu'on sent que c'est une maison tenue, une maison d'amis, etc., ben c'est des comportements qui vont être ultra positifs. Et ça marche. Donc, comme tu disais, ça change l'humeur, ça change l'ambiance. Alors, ça cartonne. C'est un super carton. Et ça, c'est un pari gagné. Les gens se parlent, se respectent. C'est très, évidemment, tu vois, surveillé, etc. Mais il y a un groom qui passe dans les étages pour amener les repas, le journal du jour, etc. Donc, c'est comme une maison, en fait, une belle maison d'amis où il y a des cadres posés, des choses qui sont laissées un petit peu au hasard, comme tu vois, des objets qui ont vécu. Voilà, moi, je trouve ça charmant. Et d'ailleurs, tu dis souvent que tu es une conteuse. Et j'ai regardé un peu le nom de certains des hôtels que tu as signés, comme La Sève, Mimosa, Babel, Roxane, La Planque. Bob, Alma, La Planque aussi, Coco, Snob.
Ouais. Ça fait une sorte de poème, en fait. C'était un hasard ou tu interviens aussi un peu dans le choix des noms des hôtels ? Alors, pratiquement tous ceux que tu as cités sont sortis de ma tête plus ou moins équilibrés. Parce que je trouve que le titre, dans tout, c'est ce qui guide, c'est ce qui te donne une ligne directrice. C'est ce qui, tu vois, la Planque, par exemple, l'hôtel qu'on a fait dans le 10e, c'était un très chouette hôtel avec des beaux volumes, etc. Mais qui était dans une adresse du 10e un peu pas géniale, tu vois, qui était un peu la 2e, voire 3e choix. Et j'ai dit à mon client, il faut absolument qu'on fasse de ce petit défaut un pote. Il faut qu'on le revendique. Et donc, moi, je cherche toujours un mot un peu fort qui soit dissible facilement en anglais et en français. Et donc, la Planque. Et on s'est dit, bah voilà, faisons de ce défaut un ami. Le Snob, rue Saint-Denis, pour ceux qui comprendront l'allusion. On va faire un hôtel en hommage à la femme parisienne chic et on va revendiquer cette espèce de snobisme comme un vilain défaut sympathique, tu vois. Et donc, c'est ça. Et encore une fois, mot court qui marche dans les deux langues et qui claque, quoi, qui est sympa. Est-ce qu'on peut parler de ton rapport au beau ? Est-ce que, comme Oscar Niemeyer, tu as, je cite, « cherché un chemin nouveau en ayant la liberté comme point de départ et la beauté comme objectif essentiel ». Alors, j'adore Oscar Niemeyer de façon absolue, mais j'ai un rapport au beau. Qu'est-ce que le beau ? C'est l'éternelle question. Qu'est-ce que le beau ? C'est la vraie question. Et moi, j'adore le kitsch. Donc, si tu veux, pour beaucoup, le kitsch, c'est pas beau. Tu vois, moi, quand je vais dans un restaurant chinois, ce que j'aime par-dessus tout, j'aime infiniment les petites timbales où il y a des messieurs tout nus et des femmes tout nues au fond. Et c'est pourtant d'un kitsch absolu, c'est pas raffiné. Et je te donne un exemple très étrange. Donc, moi, ce que j'aime, c'est transformer les choses et un peu repenser. J'essaye, après, je sais pas si... Pour toi, le beau, c'est plus l'émotion, en fait, que des critères un peu comme ça, posés. Je cherche pas le beau quand je conçois. Oui, c'est ce que tu dis. Je cherche un peu l'émotion. Je suis un peu une sale gosse. Donc, tu vois, par exemple, là, je fais un projet à Bombay, un très chouette, grand... projet 5 étoiles, mais qui est un 5 étoiles, un peu le nouveau luxe, un peu lifestyle, avec des codes qui sont beaucoup plus libres. On a le droit de se laisser un peu aller à toute forme d'idée qui est très accueillie. Et donc, moi, je suis très heureuse de travailler pour ce luxe-là. Et donc, le lobby, ils m'ont dit, le lobby, il faut qu'il claque, etc. Et moi, m'est venue l'idée de faire une cheminée géante dans le lobby. Il faut savoir qu'en Inde, on crève de chaud, je l'apprends à personne, et qu'il n'y a pas une seule cheminée. Enfin, on crève de chaud, c'est pas vrai, parce qu'ils mettent de la clim partout, où que tu sois. Donc, en général, tu reviens avec une belle angine. Et donc, mon client me dit, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas une seule cheminée dans les hôtels en Inde. Et je lui dis, justement, on va en mettre une, et ça va être bien rigolo. Donc, pour moi, c'est pas, je ne réponds pas à ta question, c'est pas... Le beau, c'est un peu un melting pot de choses. Ma question, c'est est-ce que tu recherchais la beauté ? Donc, non, c'est très clair. Je ne recherche pas la beauté. Alors, tu as employé le mot luxe. Pour la Sève, tu as dit que tu avais travaillé sur les valeurs de la nature qui sont pour toi le luxe ultime. Comment est-ce que tu as intégré ces valeurs et quelles sont-elles ? Mais je pense que pour toi aussi, non ? Enfin, je veux dire, en fait, j'ai cherché une valeur universelle qui marche pour un Max Flageolet en face de moi. Pour, tu vois, un Américain, un Mexicain, un Iranien. Et je pense que quelque part, quels que soient tes moyens, quand tu te retrouves au milieu d'une forêt, tu vois, au petit matin, je sais pas, c'est juste sublime. Et ça, c'est le luxe. De pouvoir vivre ça et d'être en mode santé, pas avoir froid, etc. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est beau, quoi, tu vois. C'est ça le beau. Tu vois, tu me disais, qu'est-ce que le beau, c'est ça. Et donc, évidemment, j'ai pris cette idée comme base pour décliner. Et donc, j'ai mis beaucoup de bois, j'ai essayé de faire des formes libres, des formes courbes, pas de motifs réguliers. J'ai cherché les régularités autant que possible, la courbe. J'ai essayé d'effacer au maximum tous les objets et les marqueurs fonctionnels, c'est-à-dire le métal. J'ai emmerdé les mecs pour les sorties de secours, les trucs d'incendie, etc. Autant que possible.
Il y a eu des freins quand même, c'est ça que tu dis un petit peu Bon, il y a toujours des freins, mais c'est rigolo, les freins. Ça fait partie du métier. Sur le luxe et la nature, je voulais te parler quand même de quelque chose. Je suis allé à la conférence des entreprises sur le climat il y a quelques mois, et en y allant, j'ai écouté l'écrivain Abel Quentin parler de son livre « Cabane », qui a été un des événements de la rentrée littéraire de 2024. C'est une fiction inspirée du rapport Meadows, qui prévoyait dès 1972 des scénarios de l'effondrement. Ok. En creusant le sujet, je suis tombé sur une archive de l'ORTF qui m'a fait regarder nos métiers différemment. Allez, on l'écoute. La croissance humaine, soit comme nombre de gens et leur consommation et production, a des limites qui sont fixées par les dimensions de notre planète. C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espace disponible qu'il faut trouver, et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, nos fils, les prochaines générations devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme. Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome et commanditaire du rapport Meadows en 1973. Si on écoute bien Aurelio Peccei, ce qu'il dit, c'est que la course au luxe nuit à la planète. Absolument. Donc, c'est possible, selon toi, d'imaginer un luxe responsable ? Justement, tu vois, je suis allée récemment à Dubaï pour des raisons professionnelles. Je n'y étais jamais allée. On m'avait dit, tu vas détester et tu vas adorer. Je voulais faire mon propre avis. Et clairement, c'est assez étonnant comme endroit, parce que leur but est absolument de produire à tout prix et sans prendre en considération. J'ai l'impression, peut-être que je dis une bêtise et que quelqu'un d'autre tu dis pas de bêtises, me dirait autre chose. Mais tu vois, il n'y a pas de verdure, il y a de la clim partout. Moi, je leur ai dit, si je travaille avec vous, je vais vous emmerder. Il faut absolument remettre de la vie normale. Là, on n'est pas dans la vie normale. Et en même temps, toi, dans ton expertise, soit tu tournes les talons, soit tu essayes, à ta toute petite mesure, de renormaliser cet endroit qui est le reflet du monde un peu quand même. Je suppose que tu as vu que la Coupe du Monde de foot avait été attribuée à l'Arabie Saoudite. Oui. Le projet est complètement délirant. Donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir multiplier comme ça les villes nouvelles, les hôtels, les décors, les meubles, ou est-ce qu'il va falloir ralentir en fait ? Ou est-ce qu'on peut le faire autrement ? En fait, c'est ça la vraie question. C'est un vaste débat, mais il faudrait que les gens qui puissent le faire vraiment, c'est-à-dire, je pense à Accor notamment, c'est vraiment eux qui ont ce pouvoir-là, qui ont les grosses mains sur le monde de la construction, etc., se l'imposent à tout prix. Et toi, en tant qu'architecte d'intérieur, tu arrives à leur dire utiliser des matériaux recyclés, éventuellement tu prends des choses qui ont déjà été utilisées dans un autre hôtel, par exemple, ça serait bien ton style, ça, quand même. Moi, je leur ai imposé depuis déjà plusieurs hôtels, alors maintenant c'est devenu une obligation, qu'on n'ait plus les petits savons, tu sais, les petits savons, les petits machins, les petits verres en plastoc. Jetables, où tu te dis, mais t'es sérieux ? Ils essayent tous d'avoir le plus de clients possible, des day use, etc., ce qui est tout à fait... on ne porte pas de jugement, évidemment. Pas du tout. Mais à condition qu'il y ait des gros doseurs. Je veux dire, t'imagines, si tu fais le calcul sur un hôtel, ce que ça représente comme plastique. Donc pour moi, le plastique et l'eau, c'est, à ma modeste mesure, c'est ce que j'impose. Donc je fais mettre dans les ensembles de douches des systèmes pour que l'eau soit bullée, pour que les douches, tu vas pas éduquer les gens, t'essayes, mais si le mec prend 10 minutes de douche, que ça consomme un tiers d'eau en moins. Tu sais qu'un hôtelier m'a dit quand même qu'il y avait un retour de la baignoire, en tous les cas que les clients redemandaient des baignoires. T'es obligé de mettre des baignoires, t'es obligé d'en mettre à peu près 10%, je crois. Je crois que les chiffres montrent quand même que la douche est plus économique en termes de quantité d'eau que le bain, en fait. Que le bain. Ouais. Bref, on va parler un peu de mobilier quand même. Oui. Je vais te citer une phrase de Pierre Paulin, que je cite souvent, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet. Il disait « Un meuble doit d'abord être utile à celui qui s'en sert et confortable. S'il y a de la poésie, c'est en mieux, mais c'est en plus. » Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je ne suis pas certain. Mais peut-être que si, en fait. Quand même,
Tu me diras, c'est vraiment une réponse de faux cul que je vais te faire, mais j'essaye quand même toujours de penser à l'exploitation, à la nana qui va être assise derrière le desk d'accueil parce que, tu vois, elle va passer, on va pas la mettre debout. J'essaye toujours de me dire qu'il faut protéger les angles des portes. Enfin, je suis un peu donc technique. Donc, tu as quand même une recherche technique, je n'en doutais pas, mais il y a une recherche de confort quand même dans ce que tu fais. Oui, enfin, vraiment. Et surtout... pas du tout envie que mes clients me rappellent pour me dire que la peinture, finalement, c'était fragile et tout, tu vois. Je fais en sorte de prendre en compte la fonction, les besoins, les flux, et après, je mets le beau dessus, tu vois. Enfin, le beau. On a dit que je ne m'intéressais pas au beau, mais si, quand même. L'émotion. Le décor. Je rajoute le décor sur la contrainte technique et voilà. C'est ça que je fais en général. Alors, l'objet fait partie de ton quotidien, tu l'as dit, tu en dessines beaucoup et sans cesse, des assises, des luminaires, des tapis, des tables, mais au-delà de leur fonction, les objets racontent une histoire. Je pense que tu seras d'accord avec moi, une vision, parfois même un fantasme. Je te propose d'explorer un peu ton rapport personnel aux objets avec ce questionnaire. Pour commencer, c'est quoi l'objet préféré de Daphné Desjeux ? C'est une très bonne question. Eh bien, je pense que mon objet préféré, c'est un crayon de papier. C'est vrai, j'ai toujours un crayon de papier sur moi. Parce que tu dessines à la main. Parce que je dessine, parce que j'adore la désuétude. Ça, c'est un truc, j'adore l'ancien. C'est quelque chose qui me parle énormément, les objets anciens. J'essaye toujours dans mes décors de mettre des choses qui ont réellement vécu. Plus c'est grand, plus ça me plaît. C'est pas de la flemmardise, mais c'est au contraire, je trouve que de cette pièce-là, on va pouvoir tourner autour. Mais pour revenir à l'objet, le crayon à papier, j'aime l'idée de dessiner. J'ai toujours un peu un carnet sur moi. Et puis, je trouve que tout est possible avec, comme dirait mon grand-père, un crayon à mine de plomb. Et puis, ça me fait marrer de te répondre ça parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, dont je me sers, ne nous méprenons pas. Mais je pense que oui, peut-être mon objet préféré. Et c'est l'objet que tu as toujours sur toi ou il y a un autre objet que tu aurais toujours sur toi, qui ne serait pas un crayon ni un carnet ? Et j'ai aussi sur moi toujours ma petite recharge de parfum dans mon sac. Et ton parfum, c'est ? Mon parfum, c'est Pour un homme de Caron. Je porte un parfum d'homme. C'est donc le même que moi. Mais non. Si, absolument. Nous avons le même parfum. Nous avons le même parfum. Et qu'est-ce que ça raconte, Max ? Ça raconte mon grand-père. Bien sûr. Voilà. Ça raconte pas le mien, mais c'est souvent ce qu'on me répond. Oh, tu portes le parfum de mon grand-père. Non, mais qu'est-ce que ça raconte sur le fait qu'on s'entende bien ? Ça aussi peut-être ça. Et on ne se l'était pas dit avant. C'est dingue. Je t'ai demandé d'apporter un objet avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu l'as fait ? Et je l'ai si fait. Oui, tu peux nous dire ce que c'est et nous le décrire ? Alors, regarde, je te l'amène. Hop, regarde, il est là. Je suis quand même venue avec une lampe. Je te présente cette lampe. Alors, ce que tu vois, c'est donc une lampe que j'ai trouvée chez Emmaüs. Ok, donc j'ai quand même la chance d'aller chez Line Rosé, d'aller chez d'autres, mais surtout chez Line Rosé pour acheter des belles lampes. Eh bien, la lampe que tu vois devant toi, donc je vais la décrire parce que toi, tu es le seul à avoir le plaisir de la voir. Et donc, c'est un gros abat-jour fleuri, bordé en demi-rond comme ça de franges, avec des pompons, à chaque rencontre de ces demi-ronds, avec un pied en bois tourné vert. Voilà. Et donc, elle est avec des fleurs à l'anglaise qui se rencontrent, qui s'embrassent, comme ça, et le fond est crème. J'adore cette lampe. Et oui, alors oui, c'est ça. C'était ma question. Pourquoi cette lampe-là ? Eh bien, parce que tout y est. Tu vois, il y a le charme de l'ancien. Il y a le pas de côté. Moi, j'adore. Là, j'ai été très sage. Je me trouve très, très sage depuis le début de l'interview. Mais j'aime beaucoup la provocation. J'aime beaucoup le paradoxe. Enfin, je suis le genre de fille qui a envie de rire aux enterrements. C'est pas que je trouve ça drôle, mais j'aime toujours un peu faire l'inverse de ce qu'il faut. Enfin, c'est pas que je le fais pas intentionnellement, mais c'est ce qui me vient. Et donc, cette lampe, je trouve que j'ai adoré la trouver dans cette espèce de marasme noir et blanc. Et puis surtout, j'ai un truc très bizarre. J'ai l'impression que je me raconte la vie des objets qui ont vécu. Et je fais ça avec les gens. C'est-à-dire que quand je prends le bus ou le métro, je m'attarde sur les gens ou les objets. Et ancien, tu vois, un vieux briquet, une boîte à cigarettes dans les brocantes et tout. Je me raconte à qui elle a appartenu, où est-ce qu'elle était. Voilà. Et cette lampe, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un objet que tu dessinerais jamais parce qu'il y a une histoire que tu voudrais pas te raconter à partir de cet objet ?
Eh bien, oui, tu sais, mais bon, ça c'est vraiment les fouets pour enfants. Là. C'est atroce, les martinets. Je dessinerai jamais de martinet. Un objet qui te fait peur ? Alors, je sais pas si on peut dire que c'est un objet, mais alors, c'est très drôle. Les ascenseurs, je suis un peu claustro, un peu beaucoup. Et c'est un peu drôle parce que dans mon métier, si tu veux, je passe ma vie. Là, mon chantier de Bombay qui fait 14 000 mètres carrés, il y a des ascenseurs techniques de service Monte charge extérieure. Monte charge. Redoutable. Oh la vache. Et c'est l'enfer. Donc, j'ai évidemment, ça vient pas de nulle part. Je suis restée 2 fois dans des chantiers coincés, une fois enceinte de 8 mois. Donc, si tu veux, j'ai un petit passif. Et du coup, pour moi, l'ascenseur, si je monte dedans, va rester coincé. Donc, je sais pas si c'est un objet, je sais pas si je réponds à ta question. Tu dessineras jamais un ascenseur ou l'intérieur d'un ascenseur. Bah, je le fais. Je le fais. Ah, tu le fais quand même. Je le fais. Mais d'ailleurs, mon prochain ascenseur sera matelassé léopard avec une petite boule à facettes dedans. Très bien. On verra ça. Il y a une hype en ce moment dans nos métiers autour du mot iconique, Bien que je sûr. mets entre guillemets, qui est utilisé à tout bout de champ, parfois à tort et à travers, à mon avis. Est-ce que toi, tu as l'impression de dessiner des objets, du mobilier ou des hôtels qui sont voués à devenir iconiques ? Alors, Ou tu t'en moques complètement ? Je ne m'en moque pas du tout, mais je n'ai pas du tout cette prétention. J'ai pas du tout l'impression de dessiner des choses qui vont devenir iconiques tout en respectant le travail que je fais. Et je pense que je fais de mon mieux avec mon cœur, tous les projets que je fais, etc. Mais de là à penser que je vais devenir iconique comme Oscar Niemeyer, ou jamais, ça m'a effleuré. Alors, c'est quoi pour toi un meuble iconique ? Par exemple, la chaise Garish sur laquelle on est assis, là, Ouais. C'est un meuble, une chaise iconique pour toi ou pas vraiment ? Ça serait quoi la définition d'un meuble iconique ? Un meuble iconique est à la fois complètement passe-partout et à la fois complètement redoutablement quelque chose qui te reste en tête. Donc c'est le less is more, le très très simple pour ce à quoi je pense, hein, et à la fois qui ne te quitte pas, tu vois. Comme quelqu'un que tu aurais rencontré, qui serait pas celui qui ait parlé le plus fort, et pourtant, quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose, tu vois. Et c'est ça, les objets iconiques, c'est d'une grande simplicité, et à la fois, c'est ce qui te reste. Tu as dessiné pour Lynn Roset une commode qui s'appelle Débourgeoisée. Ouais. Toi, tu trouves que tu t'es embourgeoisé ou débourgeoisé depuis que tu as dessiné cette commode ? Les deux, aucun des deux. Moi, je crois vraiment pas du tout. Non, mais très souvent, c'est marrant parce que on a des métiers parfois qui me font penser un peu aux comédiens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure en rigolant de décoratrice. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à rentrer un chantier, donc on est extrêmement heureux, extrêmement envahi par l'envie de la création, etc. Et puis, ce projet ne se fait pas. Ça ne tourne pas, le moteur n'est pas lancé, tu vois. Et donc, là, une déception... manque de confiance en soi, petit passage à vide, et puis ça recommence, puis t'en signes 2 d'un coup. Et donc moi, je passe ma vie je pense que, enfin, à moins que je sois la seule, mais je crois pas, à osciller comme ça. Et très souvent, je me dis, bon, Daphné, quand est-ce que tu vas pouvoir te prendre le melon, tu vois ? Et je pense que c'est jamais. Parce que même si, comme je suis en quête de, évidemment, tu fais des petites choses, puis du coup, tu as envie de faire des choses un peu plus grandes, et c'est ce qui m'arrive, et je suis ravie de ça. Mais je pense que comme je suis quelqu'un qui doute, c'est lié à ma personnalité, et je pense à mon métier de création, eh bien, le doute est mon meilleur pote pour, je pense, m'empêcher de, un jour, penser que je suis arrivée, tu vois. Tu as employé le mot « pas de côté » qui me plaît bien. Est-ce que tu as des idées de pas de côté que tu pourrais faire prochainement sur un projet d'hôtel, par exemple, quelque chose de complètement perdu, minimaliste au milieu de la nature ? Ça serait quoi un pas de côté dans ton métier pour toi ? Par exemple, j'ai pensé dernièrement, si on me demandait de dessiner une école, tu vois, parce que moi je fais des lieux qui reçoivent du public, après tout, pourquoi pas une école ? Absolument. Je ferais la scène au milieu, avec les élèves qui tourneraient autour de la personne au milieu. Parce que, t'imagines, toi qui fais souvent des discours et tout, tu t'adresses finalement plus ou moins à la personne du milieu, Absolument. puisque tu es au milieu de la scène. Or, si tu faisais une scène ronde et que tu pouvais t'adresser gentiment, en tournant doucement un peu à tout le monde, ce serait vraiment chouette. Et tout le monde aurait un peu son petit moment. C'est un peu ça, moi, mon idée. C'est on te pose une demande et tu re-questionnes, comme un journaliste, tu questionnes les choses entendues.
Ce serait une bonne idée, donc on en parlera peut-être au ministère de l'Éducation nationale. Bah ouais. Tu as dit que tu avais des projets en cours. Tu peux nous dire sur quoi tu travailles exactement en ce moment ? Absolument. J'ai le plaisir de travailler avec Paris Society pour qui j'ai dessiné une marque qui s'appelle Mondaine, qui est un cabaret, un restaurant festif. Il y en a un à Paris, il y en a un qui va donc ouvrir à Istanbul dans un projet assez fou. C'est un entrepreneur au départ qu'on pensait être totalement illuminé qui a proposé de racheter une zone militaire qui était une zone militaire depuis 4 générations, mais qui était au meilleur endroit d'Istanbul, sur le Bosphore, avec vraiment un panorama de tous les plus beaux monuments. Et il a dit à l'État, voilà, on pourrait faire un lieu, une ville dans la ville, assez luxe, avec des hôtels, des boutiques, etc. Et donc après 10 ans de rabâchage, il a fini par avoir gain de cause, et il a fait ce projet qui s'appelle Tersan, dont vous allez entendre parler, où il y a, je sais plus, 5 hôtels, 80 restaurants, 140 boutiques. Ça, c'est prévu pour quand ? Il y a un hôtel qui vient d'ouvrir qui s'appelle Rixos, qui est dingue, qui a ouvert. Et nous, Mondaine, là, on va ouvrir là dans 2 mois. C'est le deuxième projet. Et après, ils ont, tu vois, un théâtre en plein air qui donne sur le Bosphore avec la Seine dans l'eau. Il y a un projet où la piscine, donc il y a un hôtel, et la piscine se décroche du fronton, si tu veux, pour aller au milieu du Bosphore. Magnifique. Que des idées quand même charmantes, quoi. T'as d'autres projets à l'étranger, je crois, ce qui doit bien t'arranger parce que ça satisfait ton goût pour les voyages aussi. J'aime beaucoup voyager, c'est vrai. Et j'ai un projet donc à Bombay, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un incroyable projet. Il y a 550 chambres et j'en fais 110. Donc je suis aux côtés d'un Fairmont Hotel. Et moi, je suis la partie un peu plus fun, disons, sous la marque Morgan's Originals. Et on va faire 118, 2 restaurants, un restaurant festif, un speakeasy et un business club privé aussi assez géant. Donc tout ça sous un côté un peu branché rétro, éclectique, rigolo. Alors avant qu'on se quitte, une dernière question pour celles et ceux qui rêveraient de suivre tes traces. Quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune architecte d'intérieur ? Eh bien, je donnerais comme conseil à un jeune ou une jeune architecte d'intérieur de s'écouter, de suivre son instinct. C'est, je dis, une énorme banalité, mais en fait, si on y pense souvent, c'est vrai. Enfin, en tout cas, ça a été vrai pour moi. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire du beau. Je me suis dit, en commençant, si c'est ça, être architecte d'intérieur, alors il faut faire du beau, il faut faire ce qui est dans la tendance, ce que les gens attendent de nous. Mais en fait, certaines personnes attendent des choses de nous, et d'autres, accueillent en fait qui on est vraiment. Et donc, en fait, quand je dis faut s'écouter, moi, j'ai eu à un moment donné, il y a 2-3 ans, envie de vraiment aller vers mon côté plus kitsch, plus dans l'humeur, plus, je suis une fille un peu... C'est une question de complicité, en fait, avec le client, d'une certaine façon. Et avec soi-même. Et en fait, en étant honnête avec soi-même, tu finis par emmener plein de gens avec toi qui voient ton truc, mais il faut être honnête. Et là, tout d'un coup, mais avec évidemment sérieux, donc tout doit être extrêmement carré dans tout ce que tu proposes, que tu aies une vraie connaissance technique, etc. Mais une fois que tu as fait ce travail-là, yallah, tu vois. Je parlais de la connaissance technique parce que ça, c'est un sujet qui est parfois abordé, c'est que les femmes décoratrices ou architectes d'intérieur seraient moins techniques que les hommes. Tu as déjà entendu ça ? Attention, Max. Non, attention. J'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que toi, tu l'as déjà entendu ou est-ce que tu as déjà souffert de ça ? Alors moi, je n'ai pas du tout conscience que je suis une femme. C'est bizarre comme phrase, mais très souvent, je sors d'une réunion, je me dis « Ah, mais attends, j'étais la seule femme » et je m'en rends compte qu'à ce moment-là, jamais je me dis « Je suis une femme, donc il faut que je me batte pour faire entendre mes idées ». Pas du tout. Je considère que quelqu'un... moi, je travaille en équipe avec des architectes, avec des clients, etc. C'est souvent des hommes, c'est vrai, mais je n'y fais pas attention. Mais pas par posture, parce que je n'y fais pas attention. Eux-mêmes ne sont pas dans cette position qui consisterait à penser qu'une décoratrice, c'est bien pour les tissus et que sur la technique, il vaut mieux avoir un homme. J'imagine que des réflexions désobligeantes, on m'en fait et on t'en fait aussi. Ôte-moi d'un doute, tu t'enfiles pas des perles et moi non plus. Mais je me défends gentiment comme tu le ferais aussi dans d'autres situations. Non, je ne peux pas dire que je l'ai vraiment remarqué sous le prisme du fait que je sois une femme. J'ai souvent remarqué que certaines personnes essayaient de m'intimider ou de me faire des réflexions comme le métier de la personne d'à côté ou le tien, si tu veux. Mais donc c'est la jungle de la vie, tu vois. C'est pas grave.
C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Daphné de nous avoir rappelé que la déco et le design peuvent avoir une telle dimension poétique. On espère que tu vas continuer à nous surprendre. On invite bien sûr les auditeurs à s'abonner à ton compte Instagram. Daphné des Jeux, c'est très simple. À visiter la Sève et à suivre l'ouverture prochaine de tes projets à Istanbul et en Inde. Merci beaucoup de m'avoir invitée, j'étais très flattée, très heureuse de discuter avec toi et longue vie à votre magnifique podcast. Merci beaucoup Daphné. Chaque mois dans Espèce d'espace, pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces, je reçois une personnalité de l'architecture d'intérieur, du design ou de la décoration, mais pas seulement. Je suis Max Flageolet, directeur de l'INROSEC Contract. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la description du podcast. Et ne manquez pas les prochains épisodes, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Allez, salut. Ciao.